Bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre ce matin pour le premier webinaire de la saison EduRénov sur un sujet assez technique, sur les montages contractuels et leur passation pour la rénovation du bâtiment scolaire. Je me présente, Maxime Lox, moi je suis du programme EduRénov, donc à la Banque des Territoires, et je suis chargé de mission communauté, donc pour accompagner les porteurs de projets tels que vous, les collectivités qui ont un projet de rénovation de bâtiments scolaires. Et aujourd'hui, on a un webinaire avec deux intervenants extérieurs, des spécialistes du domaine, Arnaud Maroni et Thierry Ledunois, que je vais présenter plus en détail un peu plus tard. Donc pour parler de ce sujet de montage contractuel et des passations de marché. Je vais vous faire une petite présentation d'EduRénov en introduction et ensuite on passera aux deux présentations et on prendra un temps dédié aux questions-réponses à la fin. L'idée étant d'avoir le plus de temps possible pour répondre vraiment à vos questions précises. Alors, déjà, un tout petit peu de contexte. Donc, la rénovation énergétique des bâtiments scolaires, c'est ça le sujet aujourd'hui. C'est un incontournable. C'est un sujet qui, vous le savez, est assez complexe. Il y a plein d'éléments à prendre en compte. C'est un gros sujet. Donc, c'est à peu près 20 millions d'utilisateurs tous les jours dans les bâtiments scolaires. Ça représente 53 000 bâtiments en France. Donc, il y a un grand nombre de bâtiments à traiter. Il y a 62% environ des écoles qui sont situées sur des territoires de moins de 10 000 habitants. Donc, c'est vraiment une typologie de bâtiment qui est plutôt en habitat dispersé dans des petites collectivités. Des petites collectivités qui parfois n'ont pas forcément l'ingénierie en interne pour pouvoir porter des projets assez complexes de rénovation. Et on estime qu'il y a environ 8 écoles sur 10 qui ont un besoin de rénovation. Donc, il y a un vrai enjeu d'accompagner ce projet. Il y a plein de sujets qui sont liés aux écoles, les usages, l'isolation, les systèmes de ventilation, la qualité de l'air, la gestion technique centralisée, les usages, voilà, beaucoup de sujets techniques à prendre en compte. C'est pour ça que la Banque des Territoires a créé un programme dédié à l'accompagnement des rénovations de bâtiments scolaires avec de nombreux partenaires. Le programme EduRénov, dont vous faites partie et dont vous profitez des webinaires qui sont organisés. C'est un programme qui a été créé il y a environ un an. Les objectifs sont principalement de simplifier, de massifier la rénovation énergétique des bâtiments avec quelques objectifs chiffrés. Les chiffres clés, c'est à peu près 10 000. L'objectif, c'est d'accompagner 10 000 projets à horizon 2027 donc pour lancer une grosse dynamique de rénovation avec un minimum de 40% d'économie d'énergie sur la rénovation, calé en fait sur les objectifs du décret tertiaire, mais avec aussi l'ambition d'aller un peu plus loin si possible, et avec deux moyens à mobiliser, notamment 50 millions d'euros d'ingénierie. Donc c'est de l'argent que nous, on mobilise pour pouvoir financer des études pour les collectivités qui ont rejoint le programme EduRénov, pour les accompagner sur des sujets précis pour débloquer une situation, par exemple un audit énergétique. Quand il y a le début de la réflexion un audit énergétique, c'est vraiment le, ce qui permet d'avoir un état des lieux, de comprendre, de se fixer des objectifs, mais aussi d'autres types d'études comme intégrer la maîtrise d'usage ou alors la programmation ou alors le montage juridique et financier, notamment donc les deux prestataires qui sont là aujourd'hui, qui nous accompagnent sur plusieurs projets, et qui réalisent des études pour des collectivités et qu'on a sollicité pour faire une présentation pour l'ensemble des collectivités. Voilà, pour expliquer un petit peu les gros sujets voilà, du montage juridique et financier, les implications, et puis voilà, un peu les grands sujets là-dessus. Il y a une autre poche aussi, c'est les 2 milliards d'euros qui sont prévus pour financer les travaux. Donc, c'est pas du subventionnement. On ne peut pas faire de subventionnement, mais c'est des prêts. La Banque des Territoires fait des prêts via l'EduPrêt et dispositif Intracting, voilà, pour pouvoir financer les travaux. En reparler si vous voulez. Et sur le sujet donc du montage juridique contractuel et leur passation, on a compris qu'il y avait des grosses questions qui se posaient, notamment quels sont les différents modes de passation de marché qui existent, comment choisir le type de passation le plus approprié au projet,
quel contrat choisir pour garantir la performance énergétique et quelles sont les implications financières pour la commune. Donc l'idée, c'est de, voilà, de charge à à nos présentateurs aujourd'hui de répondre un peu à ces questions. Et donc là, je vais vous présenter plus en détail. Donc Arnaud Maroni, avocat en droit public des affaires de Oyat Avocat, et Thierry Ledunois, directeur de mission chez FCL. Donc je vais vous passer la parole maintenant et je vous laisse donc dérouler la présentation. Et on prendra donc tout à la fin un temps de questions-réponses. Ou alors vous nous dites, hein, si vous voulez, ça ne vous dérange pas qu'on vous interrompe, mais voilà, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci Maxime. Simplement à titre liminaire pour vous rappeler quelques éléments sur le contexte réglementaire dans lequel on se situe. Aujourd'hui, la performance énergétique, c'est pas simplement une option, hein. On se situe bien dans un cadre légal contraignant et dans une stratégie nationale qui est fixée par différentes normes. Qu'on verra plus tard, hein, la loi Elan et le décret tertiaire. Cette stratégie nationale bas carbone, c'est donc la feuille de route de l'État pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. L'objectif étant une atteinte de la neutralité carbone à horizon 2050. Cette stratégie, donc, elle se décline en plusieurs étapes, puisque on a un premier objectif d'atteinte en 2030 d'une réduction de 49% pour atteindre pleinement la décarbonation complète à horizon 2050. Dans cette stratégie, le bâtiment représente effectivement 19% des émissions de gaz à effet de serre actuellement, et donc l'objectif étant d'en réduire de 50% des émissions par différents types de mécanismes de sobriété, de performance, de changement de type d'énergie. Si on passe sur la slide suivante, Maxime. Donc le cadre, il est fixé par la loi Elan et le décret tertiaire. Donc c'est l'article 175 de la loi qui fixe les actions que le décret décline plus précisément en cohérence avec donc le SNBC, donc la stratégie nationale bas carbone. Donc c'est ce que je vous disais. Donc des actions de réduction de consommation d'énergie finale sont mises en œuvre dans les bâtiments, parties de bâtiments ou ensemble de bâtiments à usage tertiaire, afin de parvenir donc à une réduction de la consommation selon des seuils et des paliers à fixer en fonction des différentes années. Ça implique donc une mobilisation assez conséquente, hein, des acteurs publics, en tout cas sur le parc public, qu'il faut intégrer assez rapidement pour se contraindre à ce calendrier-là. Si on passe donc sur les différents choix qui sont offerts aux personnes publiques pour procéder à ces différents travaux. On a classiquement, donc je sais que, enfin, je suppose que tout le monde a des niveaux un peu différents de connaissances sur ces types de montages, donc je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes pour certains. Donc n'hésitez pas après à rebondir si vous avez si vous avez des questions complémentaires ou plus précises. Je reste pour l'instant sur des éléments assez théoriques et peut-être connus de certains, mais je pense que c'est nécessaire qu'on passe par là. Donc classiquement, on a deux typologies de marchés, hein. Les marchés publics classiques, hein, qui sont donc clairement les marchés dits de services, travaux, et cetera. Donc ces marchés, leurs caractéristiques, qu'est-ce que c'est? Ce sont des marchés pour lesquels la maîtrise d'ouvrage est portée par la personne publique, le pouvoir adjudicateur. Donc il n'y a pas de transfert de maîtrise d'ouvrage. Il n'y a pas de paiement différé, hein. Il y a paiement d'un prix par la personne publique directement. Ce n'est pas un paiement au fur et à mesure des prestations. Et surtout, une des caractéristiques majeures, c'est que dans ce type de marché, la règle, c'est l'allotissement, c'est-à-dire que cela suppose de conclure des marchés distincts pour tous les lots différents qui sont objets de prestations distinctes. C'est-à-dire,
On a un premier marché conception, un autre pour la réalisation des travaux et un troisième pour l'exploitation de maintenance. Ce type de marché est clairement écarté en général de ce type de montage parce que ça suppose quand même la passation du coup de plusieurs marchés. Il y a des risques d'interface très importants entre les différents prestataires et donc ça suppose quand même une ingénierie et des moyens humains et techniques en interne pour suivre l'exécution, enfin la passation et l'exécution des marchés. On favorise donc la deuxième typologie de marché, que sont les marchés publics globaux de performance ou les marchés de partenariat, sachant que, on le verra par la suite, hein, on favorise davantage le MGP parce que les conditions de recours au marché de partenariat sont beaucoup plus complexes. Le marché global de performance, qu'est-ce que c'est? C'est donc un marché global comme son nom l'indique, c'est-à-dire que cette fois, la règle de l'allotissement ne s'applique plus. Elle permet donc à l'acheteur d'associer à la fois l'exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la conception-réalisation de certaines prestations afin de remplir ici des objectifs chiffrés de performance. Donc on voit bien que c'est un marché qui est clairement taillé pour ce genre d'opération. Ici non plus, on n'a pas de transfert de maîtrise d'ouvrage. À la base, lors de la création du MGP, on était sur un montage qui ne permettait pas d'avoir des financements privés. Mais depuis le 30 mars 2023, le législateur a modifié cette caractéristique-là, dans le sens où désormais, les collectivités peuvent recourir au marché global de performance énergétique à paiement différé, c'est-à-dire qu'avec un préfinancement privé. Donc je pense que Thierry reviendra sur ces éléments-là dans la partie financière. Troisième autre type de marché, donc qui rentre aussi dans les marchés globaux. On a donc le marché de partenariat, qui est plutôt écarté, aussi moins favorisé dans ce type de montage, parce qu'il est soumis à des conditions extrêmement restrictives, notamment en termes de montant et également en termes de conduite d'études préalables portant sur la pertinence du montage. Hein. On recourt à ce type de montage que si on ne peut pas recourir aux autres, ou en tout cas si le recours au marché de partenariat est plus favorable, et une étude également de soutenabilité budgétaire. L'analogie qu'on peut faire quand même avec le marché global de performance énergétique, c'est qu'il permet aussi, dans le cadre d'un montage global, de confier au titulaire un montage global, et en ce compris le financement. Et la différence majeure avec les autres types de marchés, c'est qu'ici, ce marché est passé sous maîtrise d'ouvrage privée. Je passe à la diapo suivante, c'est Ouais, ça? Ouais, merci, hein, parce que c'est vrai que c'est des notions nouvelles, hein, c'est tout nouveau, hein, les marchés globaux de performance, donc c'est bien de le présenter. On n'en voit pas encore beaucoup pour l'instant, mais ça c'est certainement amené à en avoir plus pour garantir la performance énergétique du projet réalisé. Ouais. tout à fait. Donc là, c'est un peu la synthèse de ce que je viens de vous dire. Vous voyez, vous avez les différentes strates, différentes opérations dans ce cadre de montage. Donc conception, réalisation, exploitation, maintenance, financement, gestion de services publics. Bon, sachant que gestion de services publics, je ne sais pas bien comment on peut l'expliquer, mais en tout cas, vous voyez que le MGP permet de confier donc les 3 premières missions. Le MGP classique, hein. Le MGP à paiement différé permet d'intégrer également le financement, et donc le marché de partenariat intègre l'ensemble des missions. Ce que je vous disais, c'est qu'au cas particulier, le recours au marché global paraît être le plus pertinent s'agissant de la rénovation énergétique d'un bâtiment, puisqu'il permet d'associer donc différentes prestations, dont la conception, la réalisation et l'exploitation de maintenance. Il évite donc les interfaces et de la multiplication des différents intervenants sur une même opération. Et il permet aussi d'externaliser donc les compétences, ce qui est ce dont on recherche de manière prégnante dans ce type de montage. Voilà, je pense qu'on peut passer également à la suite. Ce type de marché, on a différentes règles de passation hein, qui sont prévues par le Code de la commande publique.
On a d'abord l'appel d'offres, qui est la procédure de droit commun, la procédure avec négociation, et troisièmement, le dialogue compétitif. Je peux vous dire tout de suite que la procédure qu'on favorise, qu'on privilégie dans le cadre d'un marché global de performance, c'est plutôt la procédure avec négociation qui permet donc d'échanger avec les candidats en cours de procédure. La procédure d'appel d'offres, qui est la procédure de droit commun, peut être donc ce qu'on appelle une procédure ouverte, une procédure restreinte. Une procédure ouverte, c'est-à-dire qu'on envoie le DCE complet à l'ensemble des éventuels opérateurs économiques intéressés, qui se positionnent ou pas. La procédure restreinte, on envoie d'abord un avis d'appel à concurrence sur lequel se positionnent éventuellement des candidats, et on envoie le DCE seulement aux candidats qui ont fait l'objet d'une sélection. Donc, c'est deux types de procédures différentes dans la procédure d'appel d'offres. La Le procédure d'appel DCE, d'offres, c'est c'est document le de... dossier, le document de la consultation, ouais, tout à fait. des entreprises, ouais, d'accord, ok. Ouais, exactement. La particularité de la procédure d'appel d'offres, c'est qu'il n'y a pas de négociation avec les candidats, ce qui rend la procédure assez rigide, en fait. Ça ne permet pas de faire évoluer les offres vers faire des meilleures offres, ou en tout cas de discuter de certains process techniques, etc. Et le choix de l'attributaire se fonde donc seulement sur les critères des offres qui ont été communiquées aux candidats. L'avantage de cette procédure, c'est qu'elle est plus courte en termes de passation, puisqu'elle dure en général entre 3 et 6 mois, hors phase de préparation du marché. Là, je passe juste dès la publication jusqu'à l'attribution. C'est la procédure qui est adaptée pour les marchés publics classiques, donc ce que je disais tout à l'heure, les marchés, c'est-à-dire à l'outil. Pour les marchés globaux de performance, on privilégie plutôt une procédure avec négociation. Cette procédure, elle est, les hypothèses de recours à cette procédure sont limitativement énumérées par le Code de la commande publique. Donc, on ne peut pas y recourir pour tout et pour rien, puisque la procédure de droit commun, c'est la procédure d'appel d'offres. Mais on peut y recourir pour les MGP, puisqu'on peut y recourir lorsque le marché comporte des prestations de conception. Cette procédure, on y reviendra après dans les déroulements de procédure, mais cette procédure se déroule en trois phases distinctes. 1, la sélection des candidatures. 2, la négociation. 3, la remise des offres et l'examen de l'offre finale. Dans le cadre d'une procédure avec négociation, toutes les offres sont engageantes. Par contre, là, vous le voyez, la durée de procédure de passation est beaucoup plus longue, puisque on l'estime en général, par d'expérience, plutôt entre 12 et 18 mois selon le nombre d'offres que le pouvoir adjudicateur reçoit. Troisième type de procédure de passation, c'est le dialogue compétitif. Ici, le code de la commande publique est assez restrictif, les hypothèses de recours sont très strictes. C'est seulement lorsque la personne publique n'est pas en mesure de définir seule les moyens pour répondre à ses besoins, c'est-à-dire le montage juridique ou financier. Donc là, on a pareil les mêmes trois périodes, modulo que la négociation est remplacée ici par un dialogue. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers de ce genre de notion, le dialogue, c'est vraiment une co-construction avec les opérateurs économiques de la notion de besoin. La différence avec la procédure de négociation, c'est que le besoin doit être strictement défini avant le lancement de la procédure. On ne peut pas co-construire le projet comme on le ferait dans le cadre d'un dialogue compétitif. C'est-à-dire que dans le dialogue compétitif, la maturation de la solution est progressive jusqu'à la remise de l'offre finale. Et donc là, la particularité, c'est que les offres initiales ne sont pas engageantes, en fait. Et ici aussi, on estime à peu près la durée de passation entre 12 et 18 mois selon le nombre de tours de dialogue. Je vois qu'il y a des questions. Je ne sais pas si j'y réponds tout de suite ou si je finis la présentation et j'y réponds après, comme vous voulez. Comme vous le souhaitez. Alors, je vais prendre les questions. Donc je peux la lire peut-être. Comment peut-on Ouais. négocier sur la phase 2
2, alors que les offres n'ont pas été remises. Alors, je suis pas sûr de comprendre. Du coup, En peut-être fait, que... alors, si on parle de la procédure avec négociation, Je peux vous poser la question si vous voulez? ouais, Oui. volontiers. Bonjour. Oui, bonjour, excusez-moi. Je voulais savoir, dans la procédure avec négociation, vous dites qu'il y a 3 phases Ouais. distinctes. La phase Tout à fait. 1, sélection des candidatures, phase 2, négociation et phase 3, remise des examens de l'offre finale. Oui, c'est On vrai est que bien c'est vrai que c'est pas clair. C'est vrai que c'est peut-être une écriture malheureuse, mais alors c'est sélection des candidatures, on et remet des le offres? DCE, remise des offres Ah d'accord, et OK. Je ne négociation. comprenais pas. Très bien. En fait, le troisièmement, c'est remise et examen de l'offre finale. Mais effectivement, avant les négociations, effectivement, il y a bien Il y a une bien remise eu d'offre. une première offre. Très bien. Tout à fait, tout à fait. Merci. Je vous en prie. Bonne question. On peut peut-être passer sur les slides suivantes voilà. Pour que ce soit plus clair, du coup, ça va répondre aussi à votre question. Donc, sur une procédure d'appel d'offres restreinte, donc on a, je commence à gauche, hein, donc la publicité de l'avis d'appel à concurrence, appel public à concurrence. Ensuite, on a la réception et l'examen des candidatures, avec des délais prescrits par le Code de la commande publique. On sélectionne les candidatures et on transmet des CE. Après, on a la réception des offres, l'examen des offres et le choix de l'attributaire pressenti. Ça, c'est la procédure classique d'une procédure restreinte dans le cadre d'un appel d'offres. Si on passe dans la slide suivante, donc une procédure de dialogue compétitif. Pareil, publication, réception des candidatures, sélection des candidats admis à participer au dialogue et transmission du dossier de dialogue. On est toujours un peu dans la même épure, hein. Remise des propositions initiales et intermédiaires, donc là, les offres sont pas engageantes. Là, on entre en dialogue avec les candidats. Une fois qu'on estime qu'on arrive au terme du dialogue, on clôture le dialogue, on envoie le dossier final de demande d'offre, dossier de demande d'offre, pardon. On a une remise de l'offre finale, on analyse sur la base des critères et on fait le choix de la procédure de l'offre économiquement la plus avantageuse. Sur la procédure avec négociation, toujours pareil, publication, réception, analyse des candidatures. On sélectionne les candidats et on leur transmet le dossier de consultation des entreprises. Ils remettent des offres finales, des offres initiales, excusez-moi. Puis, on a des séances de négociation, donc on peut avoir un nombre d'offres, plusieurs types d'offres, hein, initiales, intermédiaires, etc. Puis, une fois qu'on estime être arrivé au bout de la négociation, les candidats remettent une offre finale, on analyse, il y a éventuellement une phase de mise au point et on fait le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse. Merci beaucoup, Arnaud, pour cette présentation très riche des différents types de marchés, types de procédures. S'il y a déjà peut-être on a fini la première partie de présentation, s'il y a déjà peut-être des questions qui brûlent les lèvres là sur ces questions-là, on peut en prendre quelques-unes. On passera à la deuxième partie ensuite. Est-ce qu'il y a une question qui, euh, qui vous brûle les lèvres maintenant? Peut-être une fois que la présentation sur le volet financier. Ouais, on va du coup continuer sur la partie extrêmement importante, c'est la partie financière. Donc, quelles sont les implications financières de ces différents types de marchés? Et voilà, comment aussi choisir le marché en fonction peut-être voilà, de la partie financière. Thierry, je vous passe la parole. Merci. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, effectivement, sur la question financière, vous le comprenez, l'enjeu pour vous, enfin vous qui êtes en recherche de montage de ce type d'opération, nous on l'analyse sous 2 à 3 angles. Le premier angle, c'est évidemment l'équilibre intrinsèque de l'opération, ce que l'on va regarder. Ce que j'appelle l'équilibre intrinsèque de l'opération, c'est quels sont les travaux, quelles sont les économies que l'on peut réaliser et
est-ce qu'il y a un équilibre déjà, ou est-ce qu'il y a des subventions à aller chercher qui permettent d'atteindre cet équilibre? Donc regardez au travers des économies quel est l'équilibre de l'opération. Ça, c'est un point très important pour des collectivités, dans une logique effectivement où on n'est pas sur une logique de rentabilité, mais on est quand même dans une logique où on va chercher à faire des travaux qui induisent des économies, donc qui ont une forme en fait de retour sur investissement. Donc ça, c'est la première chose qu'on va aller regarder. Et pour aller regarder ça, il y a plusieurs éléments évidemment qui sont exclus de notre spectre de compétences aujourd'hui, mais qui sont notamment les éléments dont a parlé, dont a parlé Maxime en préambule, c'est-à-dire connaître les besoins de financement, donc conduire des études techniques qui permettent de savoir quelle est la nature des travaux qui sont à engager en fonction des objectifs de performance que l'on a et quel est le potentiel d'économie qui est réalisable. En général, sur ce type d'études, vous avez différents scénarios en fonction du niveau d'atteinte que vous souhaitez obtenir sur les travaux de rénovation et ces travaux en fait se déclinant en fonction de travaux dont le temps de retour est très faible. Ça va être des travaux de système, par exemple, hein. Alors, je parle exclusivement de travaux et je ne parle pas d'usage, mais donc les actions au travers des usages. Et puis, vous avez ensuite, évidemment, ceux que vous avez peut-être plus en tête, mais des travaux sur les enveloppes des bâtiments, enfin des travaux de structure sur les bâtiments, qui induisent évidemment des temps de retour qui sont beaucoup plus longs. Donc ça, il y a un sous-jacent qui est important, c'est disposer des études techniques. Le deuxième élément ensuite que l'on va regarder, c'est quels sont les flux qui sont induits pour la collectivité, c'est-à-dire selon le type de marché que je passe, est-ce qu'il va falloir que je décaisse dans mon budget et comment est-ce que tout ça se structure en fonction des différents marchés. Ce qui est important par rapport à ce qu'Arnaud a dit préalablement, c'est que ces marchés, ce ne sont, vous l'avez compris, à la fois des marchés de travaux, hein, enfin conception, travaux ou système, mais ce sont aussi des marchés de long terme, donc qui emportent d'autres missions, qui peuvent être des missions d'exploitation technique, des systèmes qui sont mis en place, qui induisent également des marchés, qui induisent également des missions de type gros entretien, renouvellement d'un certain nombre d'équipements, puisqu'il y a une logique performantielle attachée à ces marchés, et puis qui induisent également potentiellement du financement. On parlerait également potentiellement de l'achat d'énergie. C'est peut-être une question qui viendra, mais en tout cas, ce sujet peut également se poser. Pour ceux qui sont un peu peut-être plus habitués au marché, on va dire, de chauffage, hein, on retrouve des logiques de marché de type P1, P2, P3, P4. Donc, regardez quels sont les flux attachés à ces marchés. Et puis ensuite, dans un troisième temps, c'est mesurer l'impact sur la situation financière de la collectivité. C'est-à-dire, comment est-ce que tout cela se matérialise par rapport à mon contexte budgétaire et par rapport à quelque chose qui peut être compliqué. On comprend effectivement que pour un certain nombre d'entre vous, enfin, en tout cas des entités que vous représentez, le pas, il est difficile parce que s'il faut faire X centaines de milliers ou millions d'euros, pardon, ça veut dire que derrière, comment est-ce qu'on traduit cela dans l'équilibre budgétaire? Si on passe sur la page suivante, donc on a essayé de le traduire au travers d'un cas pratique, hein, donc bon, je vous passe le détail des coûts, hein. Donc on a pris un investissement de 5 millions, 2 ans de travaux, 20% de subvention. Ayez en tête évidemment que, donc là on parle spécifiquement des travaux dans le domaine scolaire. Donc évidemment on récupère le FCTVA. Je vous rappelle que c'est 16,4% du montant TTC. Donc ça, c'est sur la partie investissement. Donc on a retenu également un taux de subvention qui est de 20%. On entend par subvention à la fois donc celles qui sont formulées, enfin celles qui sont proposées par l'État et celles qui sont proposées par les collectivités de rang inférieur. Vous avez beaucoup de dispositifs au niveau local, hein, en région, etc., sur des dispositifs de subvention. Et on intègre dans ces dispositifs de subvention également les certificats d'économie d'énergie. Je suis désolé pour les acronymes, mais CEE, ce sont les certificats d'économie d'énergie.
Le deuxième élément, évidemment, qui rentre dans cette équation, c'est la facture d'énergie. Donc là, on considère qu'on a une facture d'énergie avant travaux qui fait 2 millions TTC par an et on a un gain estimé de 20% de la consommation. Okay, on indexe le prix de l'énergie, on l'a pris à 3%. Et la troisième grande famille de paramètres, c'est notre taux d'emprunt qu'on prend à 4%. Le taux d'actualisation des flux, globalement, c'est celui qui permet de calculer le temps de retour sur investissement. Donc, on a pris un taux d'emprunt plus une petite marge de risque. Voilà. Si vous regardez le tableau de droite, vous avez ce qu'on appelle le tableau des emplois ressources. Donc, vous voyez que pour financer nos 5 millions d'investissements, on a un peu de frais financiers intercalaires puisqu'on fait nos travaux sur 2 ans. On a un petit peu de remboursement de dette parce qu'on a commencé à emprunter. On a des frais internes qui ne sont pas à négliger dans le montage que vous faites de votre plan de financement. Donc ça, c'est quand même un point assez important. Ce sont des travaux où Arnaud l'a présenté en détail, la procédure. Ce sont des procédures qui sont assez longues. Alors nous, avec Arnaud, on est habitué à conduire ce type de mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Ce sont des marathons. Donc il faut avoir une équipe projet et une ingénierie, voilà, une équipe projet en interne au sein des collectivités ou aller chercher une ingénierie publique ou privée, peu importe, mais en tout cas, ce sont vraiment des enjeux qui sont importants à la fois en termes de qualité des éléments que vous allez remettre à destination des candidats et puis de cadencement, on va dire, de la mise en concurrence. Donc ça, c'est les freins internes que l'on a mis ici. Et puis donc en termes de ressources, on voit le fonds de compensation pour la TVA, les subventions et les certificats d'économie d'énergie. Donc les économies d'énergie, il n'y en a pas encore puisqu'on est avant travaux. Et puis donc on va chercher un emprunt de 3,7 millions dans cette hypothèse. Donc si on passe sur la page suivante, on introduit deux notions, c'est-à-dire que pour regarder la dimension, ce que je vous ai dit tout à l'heure, quelle est l'économie intrinsèque de mon projet. On peut regarder deux indicateurs qui sont des indicateurs qui sont jumeaux, on va dire, ou qui sont symétriques, dont vous avez probablement déjà entendu parler, c'est-à-dire que c'est la valeur actuelle nette ou le TRI, c'est-à-dire le temps de retour sur investissement. Nos deux indicateurs conduisent à la même conclusion et ils sont manipulés à peu près de la même manière. Ce qu'il faut comprendre dans ces logiques de VAN ou de TRI, c'est lorsque vous faites un décaissement de 100 aujourd'hui, ce décaissement de 100, alors avec l'inflation, on le sait là, puisque voilà, n'a évidemment pas la même valeur que si vous faites ce décaissement de 100 dans 10 ans. C'est-à-dire que si moi je vous propose de l'argent, je vous dis, je vous donne 100 aujourd'hui ou 100 dans 10 ans, évidemment, vous allez me dire, je prends le 100 aujourd'hui et pas le 100 dans 10 ans. Donc le calcul de l'actualisation, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est de se dire, je suis capable de mettre 100 aujourd'hui de travaux, je vais avoir tant d'économies d'énergie, mais les économies d'énergie que je fais la première année n'ont pas la même valeur que les économies d'énergie que je vais faire dans 10 ans. Donc le principe d'actualisation permet de ramener les flux futurs à aujourd'hui en minorant ces flux futurs. Au travers de cette logique, ce qui est calculé, c'est donc le temps de retour sur investissement. Et donc, vous voyez que dans notre courbe, on fait donc des travaux pendant 2 ans et on grappille petit à petit et on arrive à un équilibre à 12 ans. Ça veut dire que les travaux de rénovation que vous aurez conduits dans votre école, sur cette hypothèse, auront un temps de retour à 12 ans. Donc le temps de retour à 12 ans, c'est une logique, c'est une notion économique ou une notion financière. On va voir ensuite comment ça se traduit sur la question des flux financiers. Sur la partie, alors, juste excuse-moi Maxime, ce qu'il faut également préciser, qui est évidemment très important, c'est que c'est un calcul à date zéro, et que la logique de ce calcul, elle a évidemment des sous-jacents qui sont très importants. Le prix de l'énergie, que vous aurez, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait varier le prix de l'énergie, comment est-ce qu'on fait évoluer ce prix de l'énergie, quel est le risque sur l'évolution de mes coûts de travaux, sur mes plannings, quel est le risque sur la performance, quelle est la subvention que je peux obtenir, etc., etc. Il y a des choses que vous pouvez couvrir
au travers des contrats que vous allez passer. Comme Puis il y a Pierre. des choses qui ne peuvent pas être couvertes. Les choses que l'on peut couvrir, par exemple, et c'est l'intérêt du marché de performance, c'est de se dire, je vais couvrir, par exemple, les performances que je vais confier aux entreprises. Donc ça veut dire que déjà, je couvre une partie du risque en disant, je choisis une entreprise au terme de la mise en concurrence, et au moment où j'aurai choisi cette entreprise, je sais que si je fais 5 millions d'euros de travaux, j'aurai couvert peut-être tout ou partie de mes 5 millions d'euros de travaux. Sur 2 ans, on peut lui demander une offre ferme. Donc, je vais couvrir mes 5 millions de travaux, je peux couvrir mon planning et je peux couvrir la performance que je demande à cette entreprise. C'est-à-dire que je peux dire, bah, moi, je veux 20% d'économie et ce 20% d'économie, il faut que vous les garantissiez. Vous les avez garantis, donc c'est votre responsabilité. L'entreprise, derrière, elle a des mécanismes qui permettent de couvrir ces 20% au travers de systèmes soit évidemment de sa propre performance et de ses propres travaux. Et puis après, il y a des systèmes assurantiels qui permettent de le couvrir. Donc ça, vous pouvez couvrir un certain nombre de dispositifs en amont. Le prix de l'énergie peut être couvert également. Je vous rappelle qu'il y a, au travers de la loi qui est passée l'année dernière, des dispositifs qui permettent aujourd'hui de faire ce que l'on appelle des PPA, c'est-à-dire des contrats d'achat d'énergie sur plusieurs années. Sur la question de savoir est-ce qu'il faut introduire l'achat d'énergie à l'intérieur du marché de performance, bon, je pense que c'est une question de stratégie aussi par rapport aux conditions dans lesquelles vous-même vous achetez votre énergie au sein de la collectivité. C'est assez difficile de le préciser comme ça à Binic. Sur la page suivante, on introduit une autre notion qui est celle du TRI, mais qui renvoie exactement à la même logique. Donc on voit qu'on est sur un temps de retour qui est autour de 12 ans d'exploitation. Si on regarde donc, fort de ces deux éléments, on sait qu'on a 5 millions d'euros de travaux à faire, on sait que l'on a des économies d'énergie et on sait qu'on peut couvrir une partie de ces économies grâce au contrat qu'on aura fait. Si on va sur la page suivante, ce que l'on regarde, merci Maxime, c'est la structuration financière du marché public global de performance. Donc en bas à gauche, vous avez l'équilibre, le tableau en bas à gauche vous montre l'équilibre sur les 12 ans d'exploitation de notre projet. Donc vous voyez que sur les 12 ans d'exploitation, enfin plus les 2 ans de travaux, on a donc fait 5 millions d'euros d'investissement. On a des frais financiers parce qu'on a levé une dette de 3,7 millions et donc on a généré 1 million de frais financiers. On a du remboursement de dette et on a des frais internes. Donc on avait tout à l'heure 0,1 de frais internes et il faut également suivre le marché global de performance sur la durée. Donc on a mis des frais de passation. En ressources, dans cet équilibre, donc on remet les mêmes choses, c'est-à-dire notre FCTVA, subventions et emprunts. Et ce qui constitue une ressource indirecte dans l'équilibre économique, c'est les économies d'énergie. D'accord ? D'ailleurs, il y a une erreur d'imputation, ce n'est pas un compte 66, mais c'est un compte 60. Ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est donc que vous voyez que l'enjeu, c'est bien que les économies d'énergie sur la durée de notre contrat viennent couvrir les remboursements de dette. Et on le traduit en fait au travers du dispositif qui est à droite, c'est-à-dire que vous retrouvez l'ensemble des flux que je viens de vous décrire. On a là donc la mairie qui est au milieu, qui bénéficie du FCTVA et des subventions. Je vous rappelle qu'elle est maître d'ouvrage et donc qu'elle bénéficie des dispositifs de récupération de FCTVA, etc. Qu'elle bénéficie des économies d'énergie. Alors là, je l'ai mis avec l'entreprise titulaire d'un marché, mais ça peut être, c'est les entreprises. Donc le 5,4 millions d'économies peut venir évidemment du fournisseur d'énergie. En tout cas, les économies sont d'un côté sur le prix et de l'autre côté sur la performance, et le marché global de performance couvre au moins la performance. Et donc vous voyez que nos économies dans cet équilibre couvrent le montant des annuités, puisqu'on a 4,7 millions de dettes à rembourser et 5,4 millions de frais financiers à rembourser sur une durée de 12 ans. Donc ça veut dire que sans qu'il y ait une affectation budgétaire précise dans ce cadre-là, vous avez bien deux flux qui sont distincts à l'intérieur de votre budget. Vous avez bien un remboursement de dette d'un côté et une économie de l'autre.
pour autant, on voit bien que les économies qui sont réalisées permettent de couvrir les annuités de dette. Et Sur là, la il y a page, il y a une garantie, du coup, ce qu'il n'y a pas sur les autres types de contrats, hein, c'est que quand on fait des travaux sans marché globaux de performance, s'il y a quelque chose qui se passe mal sur le chantier, par exemple, ou sur la mise en œuvre, on peut peut-être ne pas avoir les économies d'énergie, alors que si on comprend bien les marchés oui, globaux de performance, on a une garantie juridique sur les économies. oui, oui, absolument. C'est ce que je disais, c'est que la garantie, en fait, elle est apportée sur la performance, hein. Donc, en fait, l'économie, c'est la multiplication, enfin, c'est le produit entre le prix et ce que je consomme aujourd'hui et ce que je vais consommer demain, hein. Et la différence entre les deux constitue l'économie. Donc, c'est la différence entre ma situation aujourd'hui et ma situation demain après travaux multipliée par un prix. Donc, notre titulaire de contrat va s'engager sur l'écart entre ce que je consomme aujourd'hui et ce que je vais consommer demain. Donc, il va dire je vous garantis que sur la durée du contrat, vous allez faire X % d'économie en gigawattheure Et par an ou sur toute la durée du contrat. du coup, il aura tout intérêt à faire des travaux de qualité pour que les économies soient bien là. Oui, je crois que Maxime, tu as une page qui Ah s'est oui, ouverte sur. très bien. Et je passe à la diapo suivante. Donc, Arnaud a évoqué tout à l'heure la question du tiers financement, hein. Donc, effectivement, l'introduction du tiers financement donc dans le marché public, enfin dans le marché global de performance. Donc, c'est la loi de mars 2023 qui est promulguée par un décret, donc qui offre la possibilité de déroger à l'interdiction de paiement différé, hein. Arnaud l'a très bien précisé tout à l'heure. Pour vous rappeler le contenu de ce décret, hein, donc ça concerne des opérations de rénovation énergétique en matière immobilière. Donc, on dit immobilière parce que les marchés de performance énergétique, par exemple, il y en a beaucoup. Ils ont fait florès quand même beaucoup dans le domaine de l'éclairage public, hein. Donc, on exclut l'éclairage public de ce décret. Ils sont conduits dans le cadre de marchés publics globaux de performance. Il y a l'obligation également, là aussi, parce que c'est un montage dérogatoire au droit de la commande publique, de procéder à une étude préalable et une étude de soutenabilité budgétaire, qui sont des documents qui ne sont pas d'une complexité folle, mais il faut les conduire. Et de toute façon, moi je considère que ces études, qui sont des études préalables, des études de soutenabilité budgétaire, ne sont que le corollaire du travail préparatoire à la mise en œuvre d'un tel projet. C'est-à-dire que ce sont des projets qui sont quand même importants pour une collectivité à conduire. Et le fait de mener des études comme celle-ci n'est que le corollaire, effectivement, de se dire bah, où est-ce que je mets mes niveaux d'exigence, quelle est la durée de mon contrat, etc. Est-ce que c'est soutenable financièrement, tout ça, tout ça. Et donc, il y a deux autres éléments qui sont au travers de cette loi, c'est qu'il n'y a pas de transfert de maîtrise d'ouvrage, ça a été précisé. Et un autre élément qui est important, pour un ensemble de collectivités qui sont des communes, et notamment celles qui gèrent l'immobilier scolaire. La loi introduit la possibilité pour plusieurs acheteurs publics de mutualiser des travaux permettant d'atteindre une taille critique, hein. C'est-à-dire qu'il y a une logique, il y a une possibilité. Je sais qu'il y a des syndicats d'énergie, donc ça peut générer des questions ou en tout cas des enjeux. Il y a la possibilité qu'un acheteur, enfin que plusieurs acheteurs constituent un groupement de commandes pour aller mutualiser les travaux. Pourquoi est-ce que ça peut être important? Ça peut être important parce qu'il y a quand même des tailles critiques à un moment, hein, puisqu'on a parlé d'études préalables, de soutenabilité, on a parlé de frais de pilotage pour conduire des travaux. C'est sûr que s'il y a des travaux qui sont de 100 000 euros à conduire, on ne peut pas exclure la nécessité de faire un marché public global de performance, mais c'est sûr que on ne peut pas introduire comme ça des frais de structuration ou des frais fixes qui seraient rédhibitoires pour l'opération. Voilà. Donc il y a quand même des niveaux de seuil. C'est assez difficile si la question arrive, mais je n'aurai pas la réponse parce que c'est assez difficile de déterminer. Mais il y a quand même des niveaux de seuil qui permettent effectivement d'amortir ces frais fixes. Et puis qui stimule, on va dire, la concurrence potentiellement entre les entreprises. Donc si on regarde le tiers financement, et j'avance parce que je parle beaucoup, si on regarde ensuite donc, la question du tiers financement, donc vous voyez que au travers de cette question du tiers financement, on a en fait un dispositif qui est un peu différent puisque
on a toujours la mairie qui confie en fait à une entreprise qui est à droite le soin de faire les travaux et de financer elle-même ses travaux. Donc l'entreprise va aller chercher un prêteur ou va avoir des ressources en interne au travers de ses actionnaires. Elle va faire les prêts, elle va bénéficier des subventions, etc. Alors l'intérêt évidemment de ce dispositif, c'est que du point de vue de la collectivité, il n'y a pas de flux d'investissement au début et que la collectivité ne commence à payer les travaux, enfin en tout cas, oui, les travaux au travers d'un loyer ou d'une dette qui normalement est compensée par les économies d'énergie dans la logique que l'on a développée jusqu'à présent. D'accord? Donc ça veut dire que ce dispositif, bon, qu'il offre une souplesse au travers de la logique, on va dire, de montage et de montage budgétaire, et il offre également, je dirais, une logique d'affectation budgétaire un peu plus marquée, c'est-à-dire qu'on sait que les économies d'énergie que l'on va réaliser vont aller financer directement la dette et les travaux qui ont été faits pour faire des économies d'énergie. Je veux dire par là que les économies d'énergie qui sont réalisées ne sont pas dédiées au financement d'autres missions qui sont celles de la collectivité, mais qu'elles sont bien dédiées au remboursement de la dette. On rentre dans une logique d'affectation budgétaire qui a des avantages et des inconvénients en fonction de la manière dont on se situe. C'est-à-dire que ça peut avoir un avantage si on est directeur du patrimoine, ça peut avoir un inconvénient si on est directeur financier, puisque évidemment on regarde la masse budgétaire plus que le projet. J'insiste là-dessus parce que ce sont vraiment deux logiques qui sont très différentes dans une construction de projet au sein d'une collectivité. Au sein de l'État, c'est un peu la même chose, hein. Bercy, Bercy n'aime pas du tout les recettes affectées ou l'affectation budgétaire, par exemple, hein. Ils aiment les impôts qui sont assez larges et qui ne sont pas dédiés au financement d'une prestation spécifique. Donc ça, c'est la logique MGP tiers financé. Si on avance ensuite, si on compare nos deux modèles, donc vous voyez que dans notre modèle de gauche, la collectivité, elle a décaissé des investissements, elle a fait de l'emprunt, et ensuite, donc, elle rembourse sa dette avec les économies, alors que dans le modèle de droite, ben, les travaux sont faits par l'entreprise, et on rembourse simplement une dette avec les économies. Tout ça, c'est un modèle qui est statique, hein, évidemment. Il y a plein de possibilités différentes de structuration, c'est-à-dire que on peut se dire, bah, en fait, moi, j'ai de l'autofinancement un peu, j'ai un peu d'épargne et je vais apporter 10% ou 20% à l'entreprise. Donc, je vais payer des travaux pour réduire mon emprunt demain. Enfin, voilà, il y a plein de solutions, évidemment, qui peuvent être retravaillées. On n'est pas sur quelque chose qui est totalement figé. Si on regarde ensuite les implications en termes de soutenabilité financière, donc ce que l'on précise, c'est qu'avec ou sans tiers financement dans une période qui comporte des risques d'inflation sur les prix de l'énergie, hein, et des solutions de valorisation par la collectivité avec des dispositifs d'autoconsommation ou les PPA, donc les contrats de long terme, l'engagement de travaux de rénovation énergétique, c'est un vrai facteur d'économie. Hein. Donc il ne faut pas le voir comme un poste de coût, mais il faut le voir comme un poste d'économie. Alors, pourquoi est-ce que nous, on défend cette position? D'abord parce que ça améliore la structure du budget, c'est-à-dire que vous baissez quand même votre facture énergétique, donc vous baissez la section de fonctionnement pour remettre des charges en section d'investissement. Donc ça veut dire que je mets de l'investissement pour réduire mon fonctionnement. Et ça améliore le bilan carbone et l'atteinte des objectifs de la stratégie nationale, qui est quand même déclinée en décret et qui est décliné au niveau local au travers de divers dispositifs auxquels vous avez adhéré. Je pense au plan climat Air Énergie. Donc, ce que l'on voit, c'est que l'autofinancement est amélioré. L'encours de dette, il est évidemment accru puisque vous avez fait des travaux. Et ce que l'on regarde comme indicateur ensuite, c'est la capacité de désendettement, c'est-à-dire c'est l'encours de dette sur l'épargne brute qui évolue évidemment en fonction de la performance du contrat. Donc, dans notre modèle, je pense que c'est la page suivante, ce que l'on voit, c'est que sur le modèle que l'on a construit, hein, donc on a repris l'hypothèse d'une collectivité qui a 14 millions d'épargne, une dette de 70, une capacité de désendettement, donc en cours de dette sur épargne de 5 ans. Vous voyez que cette collectivité, bah, elle voit à la marge, au travers de cette seule opération, sa capacité de désendettement
augmenter pendant la période de travaux et ensuite baisser. Alors, bon, l'échelle est évidemment très faible, hein, donc la sensibilité est très faible, mais c'est juste pour dire que c'est effectivement investir et s'endetter pour faire des économies. Donc, du point de vue en fait de la logique budgétaire, on est sur quelque chose qui n'est pas un poste de charge exclusif pour la collectivité, mais c'est bien la recherche d'économies qui sont cherchées au travers de ça. Alors, là, on a pris un cas évidemment qui est un cas où il y a des niveaux d'économie qui permettent de rembourser les dettes. Il y a plein de situations évidemment et en fonction des objectifs de performance que vous, techniciens ou élus, s'il y en a autour de la table, vous voulez atteindre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut conduire les études techniques au préalable pour savoir en fait où est-ce qu'on se situe et où est-ce qu'on met le curseur. Je crois que j'en ai fini sur cette partie financière. Merci beaucoup. Merci Thierry. C'était très, très intéressant, très complet. Moi qui suis pas du tout sur les aspects financiers, enfin, pas sachant sur tous ces aspects financiers, j'ai beaucoup appris déjà. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, c'est le moment vraiment, on a fini les présentations. L'idée, c'est de pouvoir prendre toutes vos questions. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre votre caméra et poser directement la question, comme tout à l'heure. Voilà. N'hésitez pas, hein, moi, j'en ai une, je vais peut-être la poser en premier. Je me demandais pour les marchés globaux de performance, est-ce que du coup c'est adapté à tous les types de projets ou alors faut que ce soit un projet qui ait quand même une certaine taille pour que ce soit pertinent? Est-ce qu'une petite école ou c'est un collège ou c'est entre les deux ou ça dépend? Ah, j'ai indirectement répondu à la question, c'est-à-dire que c'est quand même aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont prêtes à répondre à tout type de marché, mais on voit que lancer cette démarche de mesure des économies, de programmation, etc., ça induit des frais. Euh, de lancer une mise en concurrence, alors, qui va peut-être pas durer 18 mois, mais avec un contrat de performance où on fait à la fois le marché de conception, de travaux, de systèmes et où on va travailler sur les engagements de performance, bah, ça génère forcément des coûts. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir la base juridique, la base documentaire qui permet de faire ça. Donc, c'est sûr qu'il y a, et puis pour attirer des entreprises, c'est mieux d'avoir évidemment la possibilité de mutualiser ou un niveau de seuil qui est un peu significatif. Il me semble que il y avait des seuils qui étaient hors de mémoire, 2 ou 5 millions dans le Code des marchés publics il y a quelques années. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais pour aller sur des marchés qui sont des marchés un peu structurés. C'était à l'époque Et des crèmes, etc., quoi, hein, de mémoire. donc c'est à peu près 2 à 5 millions pour une opération. Si c'est plus petit, c'est peut-être pas forcément le plus pertinent. Ouais, je pense on peut Ok. essayer de le conclure comme ça. Oui. D'autres questions? C'est que vos interventions étaient très précises, hein. Très complète. J'en ai une autre moi aussi. C'est du coup, on a avec un marché global de performance, on a une économie d'énergie qui est garantie. Mais comment est-ce qu'on sait si jamais il y a une dérive, si on consomme finalement plus que ce qui était prévu dans le contrat? Déjà, qu'est-ce qui se passe? Et comment est-ce qu'on sait si c'est parce que l'entreprise ou la maîtrise d'œuvre n'a pas fait les travaux comme il fallait, ou alors si c'est les utilisateurs qui n'utilisent pas bien le bâtiment, s'ils chauffent trop fort ou s'ils laissent ouvert les fenêtres. Parce qu'il y a des moyens de savoir ça pour le quantifier. Je ne sais pas si Arnaud. Enfin, moi, ce que je peux dire, c'est que là-dessus, il y a des protocoles en fait hein, qui sont mis en place. Et donc, la question des usages a déjà été
la possibilité de modifier ton chauffage, etc., ça n'existe plus. Oui, Voilà. du coup, D'ouvrir la c'est un fenêtre, contrat, ça donc les n'existe plus non températures plus. sont normées Bon, aussi, voilà. Après, etc. voilà. En fait, il y a des dispositifs. Voilà, moi, je sors un peu de mon champ, mais voilà, il y a des Oui, tout à fait. dispositifs de pilotage. Il y a des dispositifs de Exactement. pilotage à distance qui permettent de contrôler ces sujets. Un peu comme dans les marchés. Je citais les marchés P1, P2, P3, P4 aujourd'hui. Dans des marchés, enfin dans des bureaux, par exemple, les entreprises savent couvrir ce type de risque. Donc voilà. Après, il y a toujours dans un marché, surtout sur des marchés de long terme comme ça, il peut toujours y avoir des écarts entre le, le- les ambitions et les résultats. Et ça procède ensuite évidemment de la qualité du contrat et des échanges qu'il peut y avoir pour Ok. savoir à qui enfin à qui revient ce risque, quoi. Voilà. Hmm. Arnaud, vous vouliez compléter? Non, je disais après, sur l'atteinte des objectifs, effectivement, et après, on a des mécanismes de contraintes et de verrous qui sont prévus contractuellement, quoi. Ok, Notamment sur donc les c'est un contrat mécanismes. qui bloque ça bien ouais, pour pouvoir bien comparer. Ben, merci beaucoup. Moi, j'ai encore trois slides de conclusion. On est dans les temps, il est 10 heures, mais on va un tout petit peu dépasser. Juste pour info, nous, on a, au niveau de la Banque des Territoires et du Rénov', on vient de faire paraître 3 guides sur le site de la Banque des Territoires. Un qui concerne l'ingénierie, donc comment s'entourer d'ingénierie. Un qui concerne les contrats de performance énergétique et le tiers financement, donc qui présente en grande partie des éléments qui ont été présentés aujourd'hui, et une partie sur comment financer mon projet de rénovation, donc sur plutôt les subventions qu'on peut aller chercher, les prêts qu'on peut aller chercher. Donc il y a 3 guides sur le site de la Banque des Territoires. Je vous mets le lien ici. La présentation sera transmise à tous les participants après la présentation. Donc vous aurez tous les éléments qui ont été présentés et les liens que je vous montre aussi ici. Donc le guide sur le tiers financement et les contrats de performance énergétique qui reprend voilà, en partie les éléments qui ont été présentés aujourd'hui. Pour information, donc là c'était le premier webinaire de la saison de la rentrée 2024, mais on en organise d'autres prochainement. Il y en a 6 qui sont organisés jusqu'à fin décembre. Et le prochain aura lieu dans 2 semaines, vendredi 27 septembre à 9 heures, sur voilà, plutôt des informations générales sur le programme EduRénov, avec tous les éléments qu'on propose, donc sur l'accompagnement, sur l'ingénierie et sur le financement. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à ce webinaire. Je vous transmets également le lien dans le mail post-webinaire pour vous inscrire si vous le souhaitez. Et on reste, du coup, toute l'équipe EduRénov à votre disposition pour vous accompagner sur vos projets en fonction de là où vous en êtes, des questions que vous posez, avec les différentes ressources qu'on a pu mettre à votre disposition. Il me reste plus qu'à remercier chaleureusement nos intervenants. Merci Arnaud, merci Thierry pour Merci à vous. vos interventions et je vous souhaite à tous une bonne journée. Bonne journée à tous. Merci Merci beaucoup. Maxime. Au revoir.